Reims nous donne l'impression d'être positionné assez haut sur le pressing, les ressorties de balles lillois, mais en réalité, vous allez voir qu'il y a toujours ce gros bloc. Et quand Chevalier va monter le ballon et va décaler son défenseur, et bien Diakité, regardez bien sa position. On pourrait penser qu'il va aller le presser, mais non. En fait, ils vont reculer. Ils vont reculer systématiquement parce que je pense. Alors, on a beaucoup discuté avec Bilal, on n'était pas toujours d'accord sur tout, mais j'ai l'impression vraiment, enfin, on est arrivé à la conclusion à la fin que leur but, c'est d'avoir une énorme densité au milieu, là où ils sont très forts. Ah, il peut plus parler, le pauvre. Je vous plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe, bonjour, ici la Minute OM les amis, on est sur l'événement que vous attendez tous, c'est l'avant-match face au Stade de Reims. Et j'ai la chance pour cet avant-match de là d'avoir comme toujours mon compadre Naïm. Comment il va mon poteau? Toujours en forme, on est encore sur un nuage après le match de Brest, donc on espère prolonger ça ce week-end. Ah, et ce week-end, on reçoit le Stade de Reims et on a la chance d'avoir avec nous le média de Reims, Reims Média Football avec JP. Comment il va l'ami? Bah écoutez, très bien, hâte d'être dimanche soir. Maintenant, on va pouvoir parler un peu du match, surtout de l'aspect tactique, donc ça va être intéressant. Ah bah écoute, c'est exactement ce sur quoi je voulais qu'on démarre. J'aimerais bien que JP, tu nous présentes rapidement un petit peu au sommaire, on a la présentation un peu de l'équipe, les clés du match, et bien sûr on terminera par les pronos. Mais avant ça, je tenais toujours, Naïm, il faut remercier quand même tous nos abonnés. Les gars, vous êtes extraordinaires. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous partager ce que vous aimez, ce que vous voulez voir évoluer. On a des centaines de messages, on essaye de répondre à tout le monde. Et merci à tous les abonnés, les gars. Franchement, c'est total régal. Alors, JP, énormément de changements cette saison du côté du Stade de Reims. J'aimerais que tu nous présentes un petit peu, que ce soit le nouveau coach, les départs, les arrivées. On a fait un petit focus sur cette partie-là. Qu'est-ce qui s'est passé à Reims au mercato d'été? Bah écoute, ouais, tu l'as rappelé, donc pas mal de changements. Déjà le coach, hein, Will Steele qui est parti. Donc on a fait arriver Luca Elsner. Hein, donc en fait, c'est un coach qu'on suivait déjà depuis pas mal de temps. Je pense que pour le club, c'était aussi le choix d'Elsner, c'était aussi une façon de continuer un peu sur voilà, le jeu un peu attrayant, faire confiance aux jeunes. Donc voilà pourquoi Elsner a été choisi. Après, on a eu quand même pas mal de départs, surtout l'un de nos cadres que vous connaissez sûrement, Younis Abdelhamid, qui est parti du côté de Saint-Etienne. Donc, c'est le club qui n'a pas voulu prolonger. Ça a été un peu incompris par les supporters. Après, maintenant, je pense que c'était aussi important pour Abdelhamid aussi de partir et de ne pas faire la saison de trop, même si je pense qu'il a encore toutes les capacités physique, il est encore très bien physiquement. C'est encore un joueur qui était important la saison dernière pour nous, mais voilà, je pense que c'était aussi important qu'il parte dans la lumière après avoir fait une belle saison. On a eu aussi le départ de Thomas Fouquet, joueur qui était un peu en difficulté sur ces dernières saisons. Voilà, joueur qui apportait de moins en moins offensivement et qui était un peu plus aussi en difficulté défensivement. Donc assez compliqué. On a eu le départ d'Amir Richardson et ça, je pense que incroyable, les JO qu'il a fait, exceptionnel. Ce prix-là, je suis très surpris du montant moi, de transfert. Ouais, bah nous aussi, honnêtement, c'est pas forcément un joueur qu'on voyait partir. Alors après, on connaît tous la situation avec les droits télé, mais voilà, je pense que c'est un joueur notamment qui aurait pu exceller en plus sous Luca Elsner parce que c'est un joueur qu'il connaissait parfaitement parce que c'est un joueur qui provient du Havre. Donc voilà, Luca Elsner le connaissait. Il avait fait 2 saisons là-haut au Havre. Et voilà, c'est un joueur très créateur. Et c'est d'autant plus étonnant parce que on avait quasiment qu'un joueur créateur au milieu de terrain. C'était lui. Et donc voilà, je pense que son départ va nous faire mal parce que voilà, je pense qu'il aurait pu s'aguerrir encore une saison de plus avec nous et je pense qu'on aurait peut-être pu même voilà, le vendre plus cher sur le marché des transferts l'année prochaine. Mais bon, voilà, la chose a été faite. Au niveau des arrivées, c'est très compliqué.
Je pense que voilà, au niveau le poste qu'il nous faut absolument, c'est un latéral droit. Malheureusement, ça fait plusieurs semaines qu'on cherche sans réellement trouver, parce que voilà, après le départ de Thomas Fouquet, on n'a pas réellement de joueurs capables de se trouver titulaire et de réaliser des bonnes performances d'entrée. On a eu le petit Abdoul Koné qui a, malgré tout, sur la fin de saison, montré des choses intéressantes. Maintenant, voilà, débuter en tant que titulaire sur une saison de Ligue 1, c'est quand même totalement différent. Donc voilà, derrière, on a Noah Sangui qui est international U19, qui a fait ses preuves en réserve. Mais maintenant, est-ce qu'il a la carrure pour s'imposer? Je pense pas. Donc voilà, il va falloir vite trouver une solution, parce que je pense que quand on est un club entre guillemets un peu ambitieux comme le Stade de Reims, je pense qu'il faut avoir des joueurs importants à tous les postes, même s'ils ne sont pas forcément doublés de grande qualité, mais voilà, au moins avoir un 11 titulaire de joueurs de qualité. Et je pense que c'est sur cet aspect que le Stade de Reims travaille. Et je pense qu'il va falloir trouver rapidement une solution, parce que ça peut vite devenir compliqué. Le poste d'attaquant, qui est toujours une question un peu taboue, parce que le Stade de Reims a fait le choix, après le retour de près de Folarin Balogun, de ne pas miser sur un joueur expérimenté, un joueur qui a déjà fait ses preuves. On a décidé de recruter Oumar Diakité, sur lequel on n'avait pas énormément de certitude. Amin Salama, qui avait, avec le SCO d'Angers, montré de belles choses, mais avait été blessé. Les deux joueurs n'arrivent pas totalement prêts. Maintenant, voilà, on est aussi un peu dans une saison de transition avec un nouveau coach, donc on attend de voir comment ça va se passer. Ah ben, Naïm, ce qui est déjà intéressant, tu nous as bien fait le tour un petit peu de l'effectif de l'équipe, avant que l'on puisse parler des compos probables et des absents côté rémois, parce qu'il y en a pas mal. Nous, on a voulu faire un focus avec Naïm sur le premier match, notamment face à Lille. Après, on va quand même pas se cacher, il y a 15 minutes qui ont été jouées d'une certaine manière, et après, il y a le reste du match. Mais on a retrouvé une caractéristique, Naïm, notamment sur la gestion du bloc. Et nous, on s'est projeté directement au stade en se disant « Oula, on sait ce qui nous attend, Naïm ». Ouais, c'est ça. Il y a vraiment eu 2 matchs dans le match, avant et après l'exclusion. Mais malgré tout, je trouve que les principes de jeu se sont ressemblés. C'est juste la position du bloc qui a changé après l'exclusion. C'est-à-dire que, comme on va le voir là, Reims nous donne l'impression d'être positionné assez haut sur le pressing, sur les ressorties de balles lillois, mais en réalité, vous allez voir qu'il y a toujours ce gros bloc. Et quand Chevalier va monter le ballon et va décaler son défenseur, et bien Diakité, regardez bien sa position. On pourrait penser qu'il va aller le presser, mais non. En fait, ils vont reculer. Ils vont reculer systématiquement, parce que je pense. Alors, on a beaucoup discuté avec Bilal, on n'était pas toujours d'accord sur tout, mais j'ai l'impression vraiment, enfin, on est arrivé à la conclusion à la fin que leur but, c'est d'avoir une énorme densité au milieu, là où ils sont très forts, avec des joueurs très vifs, très agressifs, qui n'ont pas peur d'aller au combat. D'ailleurs, tu me disais, Bilal, à juste titre, que l'exclusion, qui est bien sûr involontaire, elle est quand même pas anodine. Elle arrive quand même à la conclusion justement de cette agressivité, cette envie de récupérer le ballon au milieu du terrain. Et en fait, on se rend compte vraiment qu'au début du match, ça aurait été ça, et c'est le gros risque en fait pour l'OM. Regardez, voilà, on voit bien là le bloc qui se dépasse et qui en fait ne se fait jamais aspirer. Et c'est le risque pour l'OM qui a, on le sait, hein, la base de notre jeu, c'est de tenter d'attirer l'adversaire pour pouvoir créer des décalages. Et là, on a vraiment un vrai test qui arrive ce dimanche, parce que c'est une équipe qui ne se fera pas aspirer. On a vu plusieurs fois Diakité reculer quand les centraux ou le gardien avait le ballon, ne jamais aller se faire éliminer. Donc ça, c'était avant le rouge. Après le rouge, vous allez voir que le bloc est beaucoup, beaucoup plus bas, bien sûr. Mais toujours, c'est beaucoup plus regroupé. Mais on a toujours cet esprit de garder beaucoup de densité, de forcer l'adversaire en fait à aller jouer sur les côtés. Et c'est ça en fait qu'on voulait voir avec toi, JP.
est-ce que c'est ça vraiment l'une des grosses forces du Stade de Reims? C'est d'avoir cette force au milieu, cette force athlétique au milieu et même aussi dans l'axe de la défense et de globalement forcer l'adversaire à aller au combat au milieu pour récupérer les ballons et jouer vite sur les flèches japonaises de devant qui sont capables de faire des grosses différences individuelles. Ouais, je pense que tu as bien résumé. C'est vrai que d'autant plus contre Lille, on sait que Lille, au milieu de terrain, c'est quand même une équipe très joueuse. Donc, je pense que voilà, les intentions de Luca Elsner sur ce match-ci, en tout cas, c'était de vraiment mettre de la densité au milieu de terrain, essayer de les agresser. Bon, on a vu qu'avec voilà, avec pour les agresser, ça a marché. Hein. Agresser, ça a marché. Ouais. Un peu trop. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, on sait que voilà, Abdoul Koné, c'est un jeune joueur. On sait que, il me semble que c'était l'année dernière contre Strasbourg, il avait déjà pris, je crois, il avait pris un deuxième carton jaune sur une faute pas similaire, mais voilà, c'était un peu le même engagement. Donc, c'est vrai que voilà, au milieu de terrain, on a des joueurs quand même très athlétiques. Mounetzi en positionnement assez haut. Finalement, quand on voit le déclenchement des fois du pressing, mais voilà, quand même qui recule d'un cran. On avait Valentin Tangana, joueur qui presse aussi énormément. J'aime beaucoup Valentin Tangana, un très jeune joueur, international U19 aussi. Je l'ai trouvé très très à l'aise, très vif sur les appuis. Il m'a fait penser un peu à Zahir Emery côté Paris, mais vraiment, il n'a pas froid aux yeux pour un jeune joueur. Hein. Non, honnêtement, c'est vrai que c'est un joueur très intéressant parce que c'est un joueur, comme tu dis, qui se cache pas et surtout qui, je trouve, va chercher les ballons assez bas, même sous pression. Donc, on sait que c'est un jeune joueur, il peut faire des erreurs, mais on sait que si la ressortie est propre, ça peut aussi nous permettre d'avoir trouvé une bonne passe aussi dans les intervalles, casser des lignes. Donc, voilà, on sait que ça peut aussi être dangereux. Mais voilà, quand ça marche, tu peux aussi faire des différences. Donc, joueur aussi très intéressant. On va aussi parler de Moscardo. Donc, ça, pour le coup, on va pouvoir aussi en parler de son aspect aussi un peu technique. Il va peut-être aussi nous faire du bien, un peu créateur. Mais voilà, donc non, c'est vrai, tu as bien résumé les choses. C'est vrai qu'on a essayé vraiment de densifier ce milieu de terrain, essayer de pousser les équipes à passer sur les couloirs. Donc voilà, sur ce match de Lille, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Chose aussi qu'on voyait sous Will Steele. Donc voilà, à voir si on adopte la même chose face à Marseille. En tout cas, je pense que ça serait la bonne solution. Donc, et tu sais, il y a vraiment... nous, tout à l'heure, on parlait du côté athlétique avec Naïm. Je ne suis pas loin de penser que Reims a probablement c'est dans le top 3 ou top 4 de Ligue 1 des plus athlétiques, que ce soit les défenseurs centraux, que ce soit les latéraux ou même dans le cœur du jeu. Ils ne sont pas très grands dans le cœur du jeu, mais ils sont agressifs. C'est très puissant, très agressif. C'est Madine Ligue 1, j'ai envie de dire. C'est vraiment la Ligue 1, mais avec, je dirais, beaucoup plus de talent offensif, notamment avec Ito et avec Nakamura. Je voulais parler vraiment de Marshall Mounetzi j'avais fait un focus sur Mounetzi voilà, déjà, avant de rentrer dans les images, juste la heatmap de Mounetzi. C'est-à-dire que Mounetzi, en fait, soit c'est le ballon, soit c'est la heatmap du ballon qu'on a prise pour Mounetzi, soit c'est réellement sa heatmap. Et il y a quelque chose d'aussi incroyable. Il a, dans son contrat, pour sa fondation au Zimbabwe, il a 100 € pour chaque kilomètre parcouru. Et la saison dernière, ça a été... il a la deuxième performance avec un peu plus de 13,76 km sur un match. Donc, en gros, c'est un moteur qui était défenseur central et milieu défensif et qui se retrouve aujourd'hui, et c'est là où je voulais faire le focus, et qui se retrouve aujourd'hui, pour moi, dans une position, comme tu disais tout à l'heure, il est là dans le premier pressing, c'est-à-dire qu'il est quasiment second attaquant. Avant l'expulsion, il jouait, c'est lui il s'est fait un individuel sur Andrés Gomes, donc sur le numéro 6 lillois. À la perte de balle, il était toujours sur le milieu récupérateur pour casser la première relance. Ça, c'était intéressant. Et surtout, il a un volume de course assez monstrueux. Donc, c'est ce qu'on appelle, à la base, on appelle ça un box-to-box. Mais aujourd'hui, JP, on est moins, je trouve, sur du box-to-box. Là, on le voit après l'expulsion, même il revient dans le cœur du jeu. Il est capable de revenir jusqu'à sa surface. Et j'ai fait un focus sur une action qui montre pour moi Mounetzi à Reims sans ballon. C'est, on voit Chevalier qui a le ballon, Mounetzi il est sur le milieu récupérateur sur Andrés Gomes et il déclenche le pressing, il va aller le chercher jusqu'au bout. Hein, et il agresse en plus parce que c'est un beau bébé de 1m87.
Et quand il te rentre dedans, eh ben, tu sens quand même la puissance du joueur. Et ma question, tu vois, c'est JP, est-ce que c'est vraiment le joueur clé du Stade de Reims, d'autant plus qu'il y a des absents, il y aura pas mal d'absents ce week-end. Est-ce que c'est vraiment le joueur phare du Stade de Reims? Joueur phare, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un joueur important. Alors, pour rien vous cacher, les avis sont très partagés au Stade de Reims parce qu'en fait, Mounetzi, c'est un joueur, donc vous l'avez rappelé, au départ, c'est plus un numéro 6, voire défenseur central. Et en fait, c'est un joueur, quand Will Steele, quand il a eu Will Steele sous ses ordres, honnêtement, on n'aurait jamais pensé le voir un cran plus haut parce que c'est un joueur avec, vous l'avez rappelé, un énorme volume de jeu. Par contre, ballon au pied, on sait que voilà, c'est pas un joueur qui va te trouver la passe, la bonne dernière passe, le bon geste au bon moment. Voilà, c'est pas un joueur qui a les capacités techniques, par exemple, d'un Teddy Thomas, par exemple, dans les 30 derniers mètres, voilà, capable de trouver la bonne passe, qui sent les coups. Par contre, c'est un joueur avec un énorme volume de jeu, qui court énormément, vous l'avez rappelé, mais ça, c'est une surprise pour personne. C'est un joueur qui sent énormément aussi les coups dans les pressings. On a énormément de souvenirs, même l'année dernière, par exemple, sur un but au Parc des Princes, où c'est lui qui déclenche, parce qu'en fait, c'est un joueur très intelligent dans le pressing. Il sait quand il doit sortir et ne pas sortir. Maintenant, voilà, les supporters de Reims sont un peu coupés en deux parce que quand il est sur le terrain, énormément de personnes disent que dans ce milieu de terrain, ça manque énormément de créativité, surtout que Mounetzi est un cran plus haut. Mais je pense que voilà, tactiquement, c'est aussi un joueur très intelligent, donc c'est un joueur important dans l'effectif. On sait aussi qu'il est capable sur certains matchs, on l'a vu l'année dernière, d'être aussi passé à côté de ces matchs où on le trouve peu. C'est pas un joueur qui va toucher énormément de ballons, ça on le sait, mais par contre, voilà, quand il déclenche un pressing, on peut être sûr que derrière toute l'équipe va suivre parce que c'est le premier joueur tout simplement à déclencher. Et on sait que voilà, quand tu as un joueur comme ça, énormément dynamique, qui va vers l'avant, tu sais que l'équipe derrière le bloc va suivre. Donc c'est un joueur très important pour l'équipe, pour un aspect athlétique, tactique, parce qu'il est très intelligent. Après, voilà, c'est un joueur aussi, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais qui se projette énormément vers l'avant, qui va nous marquer des buts. On sait que Mounetzi, en général, c'est au moins 5 ou 6 buts par saison. Par contre, il nous loupe énormément d'occasions. Ça arrive qu'il se retrouve à 10 mètres des cages et qu'il la mette à côté ou fasse, entre guillemets, une passe au gardien. Donc voilà, il a ses qualités et ses défauts, mais c'est vrai que quand on fait le penchant, voilà, dans une Ligue 1 qui se trouve de plus en plus athlétique, qui demande beaucoup plus d'efforts, on sait que la data est de plus en plus importante. C'est un joueur qui est quand même important pour le Stade de Reims. Et tu l'as bien mis en évidence, Bilal, son rôle au pressing. Et du coup, pour moi aussi, je pense qu'il va avoir un rôle clé dans le match de dimanche parce que c'est lui qui va être chargé de couper cette fameuse transition de notre défense vers notre milieu. On peut penser que c'est lui qui va chercher Kondogbia ou Højbjerg quand ils vont venir décrocher contre le ballon. On sait en plus que l'an dernier, Kondogbia a eu énormément de mal dans ce rôle. On espère que Højbjerg sera plus à l'aise. Mais clairement, il va avoir un rôle très, très, très important. Il y a deux autres points sur le Stade de Reims qu'on voulait voir avec toi, JP. Tu nous as parlé d'un manque de créativité. Nous, sur le match de Lille, on a vu rentrer un joueur qui a fait une entrée exceptionnelle, c'est Kadra. Ouais. Et on se demande du coup comment ça se fait que ce joueur ne joue pas, en fait, surtout si vous avez un manque de créativité. Est-ce qu'il est trop irrégulier? Est-ce que c'était un coup d'éclat là qu'il vient de faire contre Lille, même si on l'a déjà vu l'an dernier faire des actions exceptionnelles? Donc voilà, pourquoi ce joueur ne joue pas aujourd'hui au Stade de Reims? Pour plusieurs raisons, en fait, Reda Kadra, à chaque fois qu'il a été mis titulaire, il n'a jamais fait des très grands matchs. Mis à part l'année dernière à Monaco où il fait un festival où il part à quasiment tout seul au but, il va se marquer son but quasiment tout seul. Il avait été positionné en tant que faux numéro 9. Maintenant, voilà, Kadra, on l'a vu, voilà, au vu de ses performances quand il rentrait,
on voyait que c'est un dynamiteur. Honnêtement, il nous fait énormément de bien, même son entrée face à Lille, vous l'avez rappelé. Honnêtement, le danger venait que de lui. Maintenant, en tant que titulaire, il nous a toujours montré des choses un peu en demi-teinte. Mais par contre, lorsqu'il rentre, il a toujours été meilleur quand il rentrait. Que ce soit dans les 20-25 dernières minutes, il a toujours été précis, là où il l'est moins quand il est titulaire. Donc, pour répondre à ta question, voilà, c'est un peu pour ça. Mais maintenant, je pense que aussi dans ce milieu un peu où ça manque de créativité, vous l'avez rappelé. Après, Kadra, c'est toujours pareil. Très bonne entrée face à Lille. Mais on sait aussi que voilà, des fois, c'est un joueur explosif, très rapide, mais aussi il peut être, comment je pourrais dire, des fois il va un peu trop vite avec le ballon, il peut nous apporter aussi des pertes de balles. Mais voilà, c'est un joueur qui essaye. C'est vrai qu'avec Steele, on avait plutôt l'habitude de le voir en tant que sur un couloir, mais on l'a aussi vu un peu dans le cœur du jeu. Il nous avait montré aussi des choses très intéressantes. Donc, à voir s'il fait partie aussi des plans de Luca Elsner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, je vais le rappeler aussi, mais on a un banc qui est extrêmement jeune. Donc, un joueur comme Kadra, sur le banc, va sûrement faire énormément de rentrées. Maintenant, la réalité, c'est que voilà, on a un joueur comme Keito Nakamura qui arrive à Reims où il connaît une saison compliquée. Voilà, c'est un joueur qu'on achète quand même assez cher, donc on attend toujours plus. Joueur qui a énormément du mal à faire de différence. Donc la réalité, c'est que voilà, quand on voit l'entrée de Kadra, on va pouvoir réellement se poser la question si Kadra ne va pas pouvoir débuter, peut-être pas sur ce match de Marseille, mais pour la suite, si voilà, il fait des rentrées fulgurantes comme il a fait contre Lille, ça ne sera pas impossible. En tout cas, on va se projeter sur le 11 probable. On rappelle quand même les absents côté rémois. Donc, on a parlé de Daramy tout à l'heure qui est blessé. On a le coach Esner a parlé aussi d'Abdou Koné qui est censé être out pour le match. Il y a celui qui a pris aussi le carton rouge, Koné qui a pris le carton rouge. Plus Teouma, apparemment, il aurait des douleurs dans le dos, donc ils ne savent pas s'il sera aligné ou pas, parce que c'est quand même un joueur qui est très intéressant aussi, Teddy Teouma. Je trouve que c'est probablement l'un des meilleurs milieux de l'équipe du Stade de Reims. C'est un titulaire inamovible avec une frappe de balle assez exceptionnelle. Et finalement, on va avoir une attaque. Tu me dis si la compo elle est correcte, mais c'est la même attaque que face à Lille avec Diakité, avec Ito et Nakamura. Et au milieu, on a rajouté le pré-surprise du Brésilien du Paris Saint-Germain, que nous, on n'a pas encore vu jouer en professionnel. Et c'est peut-être le gros changement pour Luca Esner sur ce mercato. Oui, effectivement, je pense que ce joueur, alors pour être honnête, on n'a pas énormément non plus d'informations sur les premières séances et c'est des caractéristiques aussi qu'on connaît un petit peu de ce joueur. C'est un joueur très fiable techniquement, joueur aussi capable de jouer un petit peu un cran plus haut en tant que relayeur. Donc ça va être important de voir ses premières minutes. A priori, il serait annoncé titulaire, mais on ne sait pas non plus les minutes qu'il aura dans les jambes. On part de 45 minutes ou d'un peu plus. Donc voilà, ça va être aussi intéressant de voir aussi physiquement où est-ce qu'il en est, s'il est capable de au moins tenir l'heure de jeu. Mais ça va être intéressant quand même parce que voilà, tu l'as rappelé aussi, a priori, Teddy Thomas risquerait de ne pas débuter. Ça risque d'être réellement compliqué avec les dernières infos que Elsner nous a données. Donc, joueur pour lequel pourtant ça aurait été vraiment intéressant d'avoir parce que voilà, quand tu joues contre une équipe comme Marseille qui va certainement avoir le ballon, je pense que quand on va récupérer le ballon, c'est aussi intéressant d'avoir des joueurs calmes, précis pour ne pas le perdre trop vite. Donc un joueur comme Thomas nous aurait fait énormément de bien avec son expérience et sa justesse technique. Il a dit, Luca Esner en conférence de presse, il a dit Marseille a eu des pertes de balles face à Brest, à nous d'être plus performants sur ce type d'opportunité qui va arriver, parce que l'OM prend beaucoup de risques. Comme on disait Naïm, l'OM va récupérer aussi du monde là, sur ce match-là. On récupère Brassi, on récupère Kondogbia dans le 11 de départ. Mais on va avoir un test. Naïm, c'est un vrai test
face à cette équipe de Reims, parce que on a l'habitude, nous, de jouer dans le cœur du jeu. Donc, on a une transition verticale. On recherche toujours la passe dans l'espace entre deux joueurs, mais avec la densité rémoise, Naïm, est-ce qu'on ne va pas plutôt s'amuser à les provoquer sur les couloirs? Ben, c'est clairement, il y a deux clés du match pour moi. Clairement, la première, c'est celle dont tu viens de parler. C'est le fait qu'on joue une équipe qui est taillée, entre guillemets, dans son style pour nous contrer. Donc, c'est vraiment l'équipe qui ne va pas du tout se faire aspirer, qui va mettre beaucoup de combats au milieu et qui va jouer vite à la récupération vers l'avant. Et ça, De Zerbi en est conscient, il en a parlé en conférence de presse. Donc, c'est un vrai test tactique par rapport à ça. Il y a des solutions, effectivement, c'est la percussion sur les côtés. On sait que apparemment le latéral droit qui commencera sera sûrement très jeune, très inexpérimenté face à un Luis Enrique qui est en confiance. Ça peut être une des clés. Pour moi, la deuxième clé, clairement, ce sera notre faculté à les presser haut. Parce que ce qu'on a vu contre Lille, c'est qu'au niveau des sorties de balles, techniquement, quand ils n'étaient pas pressés, on a vu avec Badou, par exemple, faire de belles transversales directement sur les ailiers. Par contre, dès qu'il y a un petit peu de pression, on a vu beaucoup de ballons finir en touche sur des sorties de balles. Bon, Koné n'est pas là, c'était le principal coupable, mais même de l'autre côté. Donc, pour moi, si cette équipe, on la presse haut, elle aura énormément de mal à sortir le ballon et on récupérera des ballons très haut. Et donc, on aura passé ce milieu de terrain très, très physique et très difficile à éliminer. Donc voilà, il y a deux clés du match. Est-ce qu'on est assez fort techniquement, assez rodé pour passer ce premier rideau? Ça sera pas facile, peut-être, mais ça ne sera pas facile. Par contre, est-ce qu'on est capable de les presser haut et de les empêcher de jouer et de récupérer des ballons hauts? Ça, j'en suis convaincu. Et si on a un Greenwood qui est lancé rapidement sur une paire de balles rémoises, là, je pense qu'on peut faire très, très mal. Donc, pour moi, les clés du match sont là. Ah bah écoute, hein, ça me paraît, JP, je pense que tu es plus ou moins d'accord. Côté Rémois, côté Rémois, si tu pouvais nous donner en quelques secondes, quelles sont pour toi les clés du match côté Rémois? Bah, je pense qu'en fait, j'ai pu voir un peu le match face à Brest. Et je pense que là où il va falloir être extrêmement fort, c'est d'abord dans la concentration, la façon de. Parce qu'on a quand même des joueurs très jeunes. Hein, donc voilà, faire un match au Vélodrome quand tu es très jeune, voilà, on sait un peu comment ça se passe, l'atmosphère. Maintenant, je pense qu'en fait, le point important pour le Stade de Reims, ça va être vraiment l'utilisation du ballon quand on va le récupérer. Moi, je pense que ça va vraiment être ça la clé. Essayer de sortir du pressing de Marseille en étant juste, sans prendre non plus énormément de risques, même si bien sûr il va falloir en prendre si on veut casser des lignes, si on veut mettre en danger cette équipe marseillaise, il va falloir aussi prendre des risques. Maintenant, voilà, je pense que c'est vraiment la justesse technique, le fait d'être concentré du début à la fin, parce que quand on voit le match de Marseille à Brest, honnêtement, quand tu vois les transitions rapides, il va falloir aussi être très prêt physiquement, prêt dans l'anticipation aussi, de sentir le jeu. Et quand tu as des joueurs très jeunes, c'est pas non plus hyper évident sur ce point-là. Donc voilà, tu l'as rappelé, c'est vachement intéressant parce que c'est un point sur lequel aussi je voulais revenir, c'est les premières relances. Et on a vu que Agbadou a été en difficulté sur les premières relances sous pression. On l'a vu de nombreuses fois relancer, par exemple, sur un Atangana ou même voir un peu plus loin sur des joueurs comme Ito ou Munetsi, des joueurs qui étaient, où ils avaient des joueurs sur leur dos. Et c'est là maintenant, quand le joueur est dos au jeu, ça va être intéressant de voir comment on va réussir à sortir ce ballon sous pression. Et on sait que c'est sur ces deux centraux, c'est Agbadou qui doit prendre ce rôle parce que Joseph Okoumou, c'est un joueur très athlétique, très très rapide. Mais on sait que voilà, pareil, au niveau des premières relances, c'est assez compliqué. C'est un joueur capable dans les duels d'être assez fort, de revenir, de couvrir un peu cette défense. Mais voilà, ballon au pied, on sait que c'est pas là où il excelle. Donc je pense que voilà, ça va vraiment être intéressant de voir comment le Stade de Reims, sous pression et dans les premières relances, va aborder ce match. Ah bah écoutez les amis, j'ai l'impression qu'on a été quand même assez complet pour terminer. Petit prono, allez, on va commencer par notre invité JP. Prono, OM Reims au Vélodrome, sachant que les deux derniers, on vous avait battu. Je suis jamais pessimiste, mais là, en vue des forces en présence de l'OM, en plus, premier match à domicile, on sait qu'il va y avoir une ambiance de folie.
Nouvel entraîneur, ils gagnent 5-1 sur leur premier match, donc ça va être vraiment dingue. Au vu de nos absents, des jeunes joueurs aussi qu'il y a sur le terrain, on l'a rappelé, Noah Sangui, à Tangana, jeune joueur, mais qui est prêt, je pense, pour ce genre de match quand même. Je pense que quand même, ça va être, honnêtement, je pense que ça va être compliqué et je vois une défaite 2-0. Ah ben tiens, c'est précis, Naïm. Hein. Et toi, Naïm? Ouais, je m'attends à un match difficile quand même. Je m'attends à un match très difficile par rapport à tout ce qu'on a dit au style de jeu. Allez, je pense qu'une fois qu'on aura débloqué la situation, si on arrive à le faire, ça se passera plutôt bien. Donc, on va dire 3-1, 2 buts de Greenwood, un but de Luis Enrique qui a l'air en confiance et en réussite, et un but d'Ito parce que j'adore ce joueur et je le trouve vraiment très, très, très bon et il nous a souvent fait mal. Ah bah, sacré joueur, Ito. Moi, je militais pour sa venue avec Greenwood. S'il y a possibilité d'avoir un Ito en rotation, c'était la perfection pour l'OM. Moi aussi, il avait fait des misères. À chaque fois qu'il a joué contre l'OM, il a fait des misères. Donc, il s'est toujours bien montré. C'est juste son âge qui est surprenant quand tu vois le joueur. Je pensais que c'était un joueur qui avait une vingtaine d'années, mais en fait, quand j'ai vu qu'il avait 32 ans, je comprends pourquoi il y a plus grand monde qui s'est positionné dessus, parce que c'est un top talent. Moi, sur ce match-là, comme tu disais, Naïm, la clé du match, c'est l'ouverture du score. Si on marque rapidement, c'est plus le même match. Et si on a du mal à marquer, c'est pas la même. Donc, avec un Vélodrome un peu en folie, je tablerai sur une 4-1, moi, pour l'Olympique de Marseille. On est chauvin, on est chaud, les gars. C'est l'été, stade plein. Nous, on sera au Vélodrome, on sera dans les virages aussi. En tout cas, oui, nous, on y est, c'est obligatoire. Nous, Naïm et moi, on est abonnés dans les virages depuis plus de 20 ans. Donc, on n'a pas encore. Ça ne nous intéresse pas un peu les loges, etc. On aime être dans le cœur du jeu, nous aussi. En tout cas, on remercie encore tous les abonnés, les amis. On s'est régalé encore une fois dans cet avant-match avec l'ensemble des clés du match. N'hésitez pas en commentaire, dites-nous s'il y a des choses que vous voulez voir améliorer, s'il y a des choses que vous kiffez. En tout cas, vos commentaires sont tellement extraordinaires qu'avec Naïm, on essaie de répondre à tout le monde et on a hâte d'être à dimanche. Je vous dis à très bientôt. Merci JP, merci Naïm et surtout, allez l'OM.